Mosaïque. Mosaïque. Bonjour, bonsoir, merci de nous retrouver dans l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, la radio-télévision Isanganiro se focalise sur la protection des réfugiés, les personnes déplacées intérieures, les rapatriés et les apatrides au Burundi. Ces groupes figurent parmi les plus vulnérables, particulièrement exposés aux violations des droits humains, à l'exclusion sociale et aux conflits fonciers ou identitaires. Toutes ces personnes sont à charge du pays et du HCR pour être assistées et protégées. Les guerres cycliques et les conflits sociopolitiques ont souvent occasionné des déplacements de populations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burundi et dans la sous-région. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, HCR, le Burundi enregistre autour de 300 000 personnes déplacées de force et apatrides, dont de 25 000 personnes déplacées. Face à cet effectif important de personnes, existe-t-il un cadre juridique national efficace pour la protection des droits des personnes déplacées? Y aurait-il des instruments juridiques internationaux de protection de ces derniers? Quel est l'état des lieux de la protection aujourd'hui? Quelles avancées? Quels besoins nécessitent quelle assistance et protection de leur part? Quels sont les défis liés à leur protection? Quelles solutions durables à leur protection? En réponse à ces interrogations et afin de comprendre cette problématique, nous avons trois invités autour du plateau. Gérard Rugeminwaza, vice-président de la Commission indépendante des droits de l'homme au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation que vous nous avez adressée. Pamphile Mabansi, expert en protection des réfugiés. Bonjour vous aussi dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Honorable Olivier Nkuruziza, président du parti IPRONA. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, d'abord je salue mes collègues ici qu'on va partager l'émission. Et je salue mes collègues ici avec qui on va partager l'émission sur le plateau. Mais aussi, je profite de cette occasion pour saluer les auditeurs et téléspectateurs de la radio Isanganiro. Je les souhaite meilleurs vœux 2026. Bienvenue. Rebonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce débat par cette première question en faisant le tour de table. Je commence par m'adresser à Gérard Rugeminwaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Vous êtes une institution, vous représentez une institution publique de promotion des droits humains. Quel est l'état des lieux de la protection de ces personnes dont on parlait ici au Burundi aujourd'hui? Bonjour messieurs, je reviens encore une fois vers vous. Monsieur Leonidas Kirombo, sur la question de l'état des lieux de protection. La protection au Burundi est bien sûr une réalité. Elle est effective parce que nous avons d'abord un cadre juridique, vous l'avez déjà exprimé dans l'introduction. Nous avons un cadre juridique constitué par la Constitution et qui prescrit justement l'obligation de protéger toute personne qui demande asile au Burundi. À côté de la Constitution, nous avons justement une loi d'application. La loi la plus récente est la loi de novembre 2021 qui porte sur la réglementation des migrations au Burundi. C'est une loi spécifique, une loi qui tient en compte des différentes conventions que le Burundi a signées, mais aussi qui tient compte de la révision du code pénal, du code de procédure pénale, une loi qui prend référence sur la loi, sur l'offre de soins, etc. etc. Donc, quand vous me demandez de l'état des lieux, cela signifie vous donner des chiffres. Et aujourd'hui, nous avons des réfugiés. Jusqu'à fin novembre 2025, nous avons un nombre qui arrive à 110 500 personnes qui ont le statut de réfugiés au Burundi. Et parmi ceux-là, nous avons aujourd'hui 65 902
qui sont maintenant dans les sites qui attendent le statut. Donc c'est à cause de ces afflux massifs de réfugiés congolais à la suite de l'insécurité, la guerre qui prévaut à l'est du Congo. Et ces gens étaient dans les sites provisoires d'Ondava, Vugizo, Gatumba, Kumagara et Rumonge. Ces sites ont été fermés. Maintenant, il reste le site de Tshishemere et Rumonge, bien sûr. Rumonge et Tshishemere enregistrent encore des demandeurs qui attendent d'être placés ou renvoyés plus loin des frontières. Ensuite, nous avons des cas particuliers, des hommes et femmes en uniforme pour lesquels la police est indiquée, parce qu'on ne mélange pas les civils et les hommes qui fuient avec des armes. Voilà, donc nous avons une situation qui est préoccupante avec une population qui avoisine les 100 000. Donc nous avons une population qui est massive, c'est un afflux massif qui mérite que le Burundi soit soutenu, non pas seulement par le HCR, mais aussi par les autres intervenants, dans le but d'assurer la protection effective de ces demandeurs. Et je n'oublie pas de signaler les faits de réduction des budgets liés au changement de la politique américaine qui a réduit sensiblement les 40% des subsides des fonds octroyés aux organisations internationales, dont le HCR. Donc il y a les besoins limités. Et le Burundi n'est pas à lui seul capable d'assurer une protection suffisante à cet afflux massif de personnes. Voilà. Vous parlez justement de l'afflux massif des personnes, des réfugiés au Burundi, surtout du Congo, mais il y a aussi des déplacés à l'intérieur du pays. Est-ce que quand on parle de protection, on veut parler de quoi exactement? Merci. Sur la question de protection, la protection est universelle. Elle est adressée à moi, à vous, à tous les concitoyens, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas concitoyens, femmes et hommes, qui ne sont pas burundais. Et parmi ceux-là figurent justement les réfugiés, les déplacés internes, les apatrides, ceux qui n'ont pas de nationalité connue. Et il y a aussi les citoyens, les concitoyens ont besoin de protection. Tout le monde a besoin de protection parce que la protection signifie quelque part qu'il y a absence de protection, qu'il y a quelque part une violation d'un droit protégé. Et ici, les droits, c'est le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, tous les droits de base, le droit au logement, le droit à la nourriture, d'accès à la nourriture, le droit à l'habillement et à avoir un logis, je l'ai déjà dit. Voilà. La sécurité aussi. Et la sécurité. Oui. Ok, merci beaucoup. Je me retourne vers Pamphile Maman Assi. Vous êtes expert dans ce domaine de protection. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur l'état des lieux de la protection aujourd'hui au Burundi? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, avec la récente guerre de l'Est du Congo, qui a provoqué un afflux massif de demandes de la protection internationale, a mis le Burundi dans un état de nécessité pour ce qui concerne la protection internationale. On dénombre plus de 100 000 réfugiés qui sont arrivés massivement sur le Burundi, et lesquels réfugiés sont venus s'ajouter à notre effectif de réfugiés qui se trouvaient déjà dans les 5 camps de réfugiés qu'on trouve ici au Burundi. À côté de cet effectif, on trouve aussi des déplacés internes, déplacés de guerre, déplacés liés aux catastrophes naturelles. Et toutes ces personnes nécessitent une protection, non seulement de la part des autorités du pays, du Burundi, mais aussi de la communauté internationale. Oui. Bon, je vais revenir après sur la protection exactement. Mais honorable Olivier Nkurunziza du parti PRONA, vous êtes aussi honorable, mais aussi de l'East African Community. Aujourd'hui, quelle est votre réaction compte tenu de la protection, de ce qui est de la protection des réfugiés, mais aussi des déplacés ici au Burundi? D'abord, comme mes collègues viennent de le dire, au Burundi, aujourd'hui, vous savez, sur le côté des réfugiés, surtout congolais, qui viennent massivement suite à la crise et l'insécurité qui règne à l'est du Congo, ça a provoqué qu'effectivement le Burundi ait des difficultés.
Et des difficultés, effectivement, côté logistique, son nombre de 110 000 qui s'ajoutent aux autres réfugiés, mais aussi tenant compte de la situation aujourd'hui. Par exemple, si vous visitez les sites qu'on est en train d'aménager à Ruyigi, quand vous allez à Rutana, vous voyez que ce sont des conditions qui sont tellement difficiles. Même si on dit qu'il y a le cadre légal, oui, pour moi, il y en a beaucoup. Il y a le cadre des Nations Unies qu'on a effectivement signé, qui régit le Burundi, les conventions relatives au statut des réfugiés de 1951, le Burundi s'y réfère, mais aussi il y a les protocoles qui ont suivi de 1967. Tous sont des cadres qui sont là. Mais aussi, moi aussi, je vais encore soulever la convention de Kampala, qui n'est pas encore ratifiée ici au Burundi, alors que ça devrait aider. Ah ouais. C'est un cadre légal qui est très nécessaire, que je vais encore insister, qu'aujourd'hui qui se trouve dans le Parlement, qui devrait aider les déplacés intérieurs. Ça, c'est récent quand même. C'est récent, mais ça a été ratifié en 2009. Ça a été signé en 2009, ça devrait être ratifié. Alors tu ne peux pas dire, ce n'est pas à dire que c'est récent, mais c'est depuis 2009 que le Burundi devrait signer, qui devrait encore aider pour la protection des déplacés. On a signé, on a adhéré, mais on n'a pas ratifié. On n'a pas encore ratifié, ça c'est très important. Il faut que le Burundi ratifie cela, parce qu'il y a des mesures qui aident surtout pour mobiliser les fonds, pour aider les déplacés internes. On va encore y retourner. Alors aujourd'hui, les conditions sont très difficiles pour les réfugiés. Le Burundi est incapable, lui seul, de protéger, d'assurer toutes les conditions nécessaires pour les réfugiés. On a besoin d'aide, bien sûr, on vient de l'évoquer, qu'aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, de l'ACR, avec la baisse d'aide des États-Unis, alors on a besoin de secours. Alors, ce que je vois avec les crises, les guerres, vous voyez que le Burundi se trouve dans la partie de l'Est et dans la corne de l'Est de l'Afrique, où il y a un changement climatique depuis 2014. Alors là, il faut que quand même ces mesures, au Burundi aussi, qu'il y ait quand même des fonds pour aider, sinon on ne peut pas dire que les réfugiés et les déplacés sont bien protégés ici au Burundi suite au manque de moyens. Concrètement, le vice-président de la CNDH parlait des conditions de vie. On voudrait savoir justement lesquels droits sont plus bafoués. C'est tellement précaire. Il y a bien sûr des lois qui le disent, qui interpellent aux pays partenaires, signataires, mais au monde d'être solidaires. Parce qu'un seul pays, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a la guerre, c'est pratiquement impossible à lui seul de pouvoir aider tous ces déplacés ou ces réfugiés. Mais aussi, il y a une partie des apatrides que nous allons encore évoquer. Pour moi, alors, nous devons quand même aider le Burundi. Et je ne sais pas comment le faire, mais aujourd'hui, au Burundi, les réfugiés et les déplacés ne sont pas dans des conditions telles qu'évoquées par les conventions. Suite au manque de moyens, les réfugiés ne sont pas bien entretenus. Donc, il y a un cadre juridique qui est là, mais qui concrètement ne précise pas beaucoup comment protéger, comment appuyer, comment assister ces personnes. Il y en a qui le disent, même des protocoles, mais aussi des règlements de quoi qu'on a voté. Mais aussi, j'évoque encore une fois, convention de Kampala pour les déplacés internes. Parce que les déplacés internes au Burundi, justement, qui jusqu'à tenant compte du rapport qu'on avait de 2023, ils étaient entre 192 000, les déplacés internes, suite effectivement au changement de climat, changement climatique, mais aussi les déplacés de la crise socio-politique du Burundi de 1993 à 2004. Toutes ces déplacés sont encore là. Il y a même des décisions qu'on avait demandées au gouvernement de voir comment
changer ces sites de déplacés. C'est ce qui est possible dans les villages d'OP. Alors tout cela, le gouvernement n'a pas encore concrétisé afin que ces déplacés ou ces réfugiés aient de bonnes conditions de vie. Sinon, ce sont des conditions très misérables et regrettables pour le pays. Merci. On va retourner après sur la convention et voir le contenu exactement de cette convention qui traîne à être ratifiée. On va y retourner. Et je me retourne au niveau de Pamphile Mabansi, expert en protection des réfugiés. Vous avez entendu, ils ont parlé d'un cadre juridique national qui existe, et ils ont parlé des chiffres aussi des déplacés, mais aussi des réfugiés. Est-ce que vous voyez vraiment que ces personnes sont assistées comme il faut, protégées comme il faut par les autorités en place aujourd'hui, ou bien les textes en vigueur aujourd'hui au Burundi? Merci. Pour la protection de toutes ces personnes, et je passe d'abord pour les réfugiés. Normalement, il y a une convention internationale, la convention de 1951 pour les réfugiés, et c'est une convention internationale d'application nationale. Et donc, pour que cette convention puisse être mieux appliquée, il faut que les États mettent en place les lois nationales. Et heureusement, au Burundi, depuis 2008, on a mis en place la loi sur les réfugiés et les apatrides, loi qui a été modifiée dernièrement en 2021 et avec la loi sur l'immigration. Là, c'est mieux. Mais pour les personnes déplacées internes, le Burundi, comme mon collègue l'a dit, en 2009, il a signé la convention portant sur la protection de l'assistance aux personnes déplacées. C'est la convention de Kampala. Mais le Burundi n'a pas encore ratifié cette convention. Et si le Burundi n'a pas encore ratifié cette convention, il n'y a même pas lieu de mettre en place une loi nationale. Alors que sans loi nationale, même la convention internationale ne peut pas être mieux appliquée. Puisque dans la convention internationale, on donne les orientations générales. Et il faut que alors les États s'approprient cette convention internationale en montrant concrètement la façon dont ces déplacés internes devraient être protégés. Il en est de même pour les apatrides. Il y a la convention de 1954 portant le statut des apatrides, la convention qui a été ratifiée par le Burundi. Mais là aussi, il n'y a aucune loi nationale qui montre comment ces apatrides peuvent être identifiés et reconnus, protégés au Burundi. Ils sont assimilés aux autres réfugiés, aux autres déplacés comme ça, donc il n'y a pas de texte spécifique pour les apatrides. Et pour les rapatriés, normalement pour les rapatriés, il n'y a aucune convention internationale qui protège les rapatriés. Et à part certaines dispositions qu'on trouve dans des textes éparses, et dans la Constitution du Burundi, on trouve par exemple une disposition, c'est l'article 33, qui stipule que tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d'y revenir. Donc pour les rapatriés qui reviennent dans leur pays, ils sont protégés par la Constitution. À côté de cette Constitution, on trouve dans le Pacte mondial sur les réfugiés, au niveau du paragraphe 87, que le rapatriement librement et volontaire doit être fait dans les conditions de sécurité et de dignité. Aussi, au niveau de la Convention de l'OIOA, on trouve à l'article 5, paragraphe 4, que les réfugiés qui rentrent volontairement ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir été en exil. Donc c'est un texte, la Convention de l'OIOA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. C'est un texte qui protège aussi les rapatriés. Mais à côté aussi, on trouve au niveau des HCR l'article 8 qui stipule que le HCR doit seconder, donc doit appuyer les États dans la mise en place ou bien dans la mise en exécution du rapatriement librement consenti pour les réfugiés. Mais il y a aussi un autre texte contraignant qui est le pacte relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que on ne peut pas empêcher une personne de retourner dans son propre pays. Donc pour la personne qui a fui, si cette personne veut retourner dans son propre pays, on ne peut pas s'en prendre à lui pour avoir quitté, pour avoir demandé exil dans d'autres pays. C'est l'article 12, alinéa 4 du pacte relatif aux droits civils et politiques. Donc il y a des textes qui sont là, qui montrent comment ces personnes devraient être protégées, en commençant par les réfugiés. Les réfugiés, là, c'est un texte qui est clair, il y a la loi sur l'immigration, mais pour les autres catégories, il n'y a pas de texte spécifique ici au Burundi pour protéger ces catégories de personnes. Or, heureusement que ce soit les réfugiés, les demandeurs d'asile, les rapatriés, les apatrides et les déplacés internes, ils sont sous la protection du HCR.
Au départ, ces personnes n'étaient pas protégées par l'OHCR. L'OHCR s'attelait uniquement à la protection des réfugiés. Mais actuellement, toutes ces catégories de personnes sont sous la protection du HCR pour que les réfugiés soient meilleurs. Et même si ces personnes n'ont pas franchi la frontière internationale de leur pays d'origine pour être protégés comme réfugiés, ils endurent les mêmes difficultés que les réfugiés et doivent bénéficier d'une protection convenable. Oui. Justement, vous parlez des textes spécifiques aux rapatriés, aux autres catégories. Oui. Est-ce que, visiblement, sur le terrain, il y a c'est la même question finalement que je posais à M. Olivier. Oui. Il y a aujourd'hui des droits qui sont bafoués, qui sont visibles sur le terrain pour ces catégories de gens auquel l'OHCR, aussi bien l'OHCR que le pays, le Burundi, devrait trouver solution. Normalement, par exemple, pour les déplacés internes, il y a les besoins de base que ces déplacés devraient jouir, notamment les besoins en eau, les besoins en éducation, les besoins en soins de santé, les besoins en logement. La première qui est là, c'est que dès que les causes des déplacements forcés surviennent, l'État se trouve démuni. L'État n'a pas les moyens de faire addiction automatiquement là où ces personnes sont regroupées. L'État n'a pas les moyens de construire les écoles là où ces personnes sont regroupées. L'État n'a pas les moyens de construire le logement pour ces personnes qui se sont déplacées massivement. Et comme on l'a même souligné, les chiffres sont alarmants. Et on dit qu'au Burundi, vers mai 2024, il y avait 108 824 personnes déplacées internes suite aux catastrophes naturelles. C'est beaucoup de monde. Ce sont des gens qui se déplacent subitement et qui nécessitent et qui ont besoin de logement, qui ont besoin de soins de santé, qui ont besoin de l'eau pour survivre. Et là, alors, si le pays n'est pas bien préparé, si le pays n'a pas les moyens suffisants pour faire face ou pour bien protéger ces personnes, ces personnes ont beaucoup de difficultés. Oui. Ok, Gérard Rugeminwaza de la CNDH, vous avez entendu ce qu'ils ont dit, vos collègues ici présents. Les conditions, le cadre juridique national existe, mais quand même, il y a toujours des lois qui ne sont pas ratifiées, des lois qui sont là, qui méritent d'être retouchées. Et au niveau de la commission, êtes-vous du même avis? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant qu'institution publique de l'État? Merci pour la question. C'est une question très complexe et très compliquée parce qu'il y a des aspects politiques et des aspects techniques. Et pour la compétence de la CNDH, nous avons donc la CNDH dans ses missions, article 4, il a la compétence d'attirer l'attention du gouvernement sur tous les cas de violation des droits de l'homme, quel que soit le lieu où ils se produisent, et proposer toute mesure de nature à favoriser la protection des droits violés. Et cela dit, on doit dire et préciser d'emblée que le cadre juridique de protection au Burundi est un cadre qui est vraiment robuste. Peut-être ce qui peut être attaqué, c'est au niveau des moyens. Les moyens, les moyens financiers, oui. Parce que pour protéger un droit, que ce soit le droit à la vie, ou le droit à la santé. C'est un droit, ou à l'éducation, c'est un droit pour qu'il soit effectivement mis en œuvre, exige beaucoup de moyens. Je vous donne un exemple. Au Burundi, dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, il y a une obligation que tout enfant aille à l'école. Et des fois, l'obligation est qu'au moins l'enfant puisse terminer le cycle fondamental. Et le Burundi adhère. Mais il y a dans les États qui ont beaucoup de moyens, l'État s'oblige que lorsque le parent, le père ou la mère ou le tuteur n'est pas en mesure d'emmener l'enfant à l'école, c'est l'État qui envoie l'enfant à l'école. Ici, cet aspect-là n'est pas abordé. On dit l'école est gratuite. Ailleurs, on dit l'école est gratuite et obligatoire. Oui. Et donc, c'est par rapport aux moyens, parce que c'est une obligation de moyens. Et je vais revenir à l'autre aspect de protection. Le Burundi est tenu, de par la loi et de par les conventions signées, et nous avons un système juridique moniste, un système, lorsque le Burundi ratifie, le texte ratifié est intégré dans l'ordre juridique interne. Ce qui veut dire que les lois nationales doivent être amendées pour intégrer
le contenu des dispositions pertinentes qui sont dans le texte qui est ratifié. C'est ça le sens de la disposition, je pense, 19 de la Constitution du Burundi. Tous les textes juridiques, toutes les conventions, pactes régulièrement ratifiés par le Burundi font partie intégrante de l'ordre juridique interne. Partant de cela, toutes les conventions ratifiées font partie intégrante de la Constitution. Bien entendu, nous avons toutes ces dispositions, je vous l'ai déjà dit, font appel à des moyens consistants que le Burundi n'a pas. Et il essaie d'aménager, de faire tout ce qui est possible pour répondre à son besoin de protection. Et j'arrive sur la protection des droits de déplacés internes. Ici, il faut comprendre que le HCR accorde une protection subsidiaire. La protection principale revient à l'État national. Quand une personne traverse la frontière et qu'elle demande asile et obtient le statut, c'est une procédure. Elle tombe sous la protection subsidiaire. La protection est en remplacement de la protection de son État national qui a failli à sa mission en fait. Ouais. Et maintenant, on ne peut pas dire que les DDI, les déplacés internes, sont sous la protection du HCR. Non, pas du tout. Ce sont des Burundais. C'est l'État qui... Ils n'ont pas traversé la frontière. Ce sont nos concitoyens. Ils sont protégés, ils sont pris en charge par le gouvernement. Qui ont quitté leur maison, leur domicile, en raison d'une crise. Et c'est une protection interne qui appartient à l'État. Peut-être pendant un certain moment, l'État peut demander un appui au HCR. Donc, vous entendez parler, s'il n'y a pas de moyens pour cette protection, c'est que les déplacés intérieurs sont les premières victimes. À l'origine, leur protection incombe à l'État. Mais à votre niveau aujourd'hui... On élargit des petites sommes, des petites allocations pour soutenir l'État pour ce besoin de déplacement forcé. Donc, vous entendez parler que l'État aujourd'hui n'a pas de moyens suffisants pour protéger, pour assister. N'a pas de moyens suffisants pour faire face à la demande de protection. Au nombre important. Nous avons des réfugiés en surnombre, plus de 110 000. À fin novembre 2025, ils sont à plus de 110 000 personnes qui sont dans le besoin. Et vous ajoutez les 104 000 qui sont déplacés internes. Vous voyez à Gatumba, vous voyez sur tout le littoral du lac Tanganyika. Et ils sont nombreux. Et ils ont perdu leur maison, leur champ, leur culture, tout ça. Et tout ça doit être suppléé par quoi? Ce sont des moyens. Il faut construire des logis et leur remettre des clés pour qu'ils aient où dormir, pour que les enfants aillent à l'école. Il faut construire des écoles, il faut construire beaucoup d'infrastructures qui demandent assez. Pour moi, je dirais qu'il faudra donner au ministère de tutelle beaucoup de moyens pour assister à toutes ces personnes dans le besoin. Parce qu'il faut ajouter aussi l'autre aspect, la Tanzanie qui avait décidé qu'au 31 décembre 2025, aucun Burundais ne soit plus en Tanzanie. Il ne faut pas oublier que c'est tout un lot de personnes qui doivent rentrer et le Burundi n'a pas les moyens pour faire face à l'afflux massif des Congolais, aux besoins de protection des déplacés internes, au besoin d'assurer la protection des Burundais qui vont maintenant être rapatriés de force. Même si on allait sur les moyens de bus pour les transporter, le besoin de transporter ces gens de la frontière vers leur domicile ou leur localité d'origine, c'est un casse-tête. Est-ce que le Burundi, nous avons des bus, au moins les bus, pour qu'ils soient à Kobero, aux différents points d'entrée, sur lesquels les Tanzaniens peuvent décider de les poster. Donc c'est une mesure et le Burundi doit nécessairement négocier au ministère de l'Intérieur avec le HCR et toutes les personnes de bonne volonté, et notre commission bien entendu, de voir comment gérer toute cet état. Parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Sinon, la convention de Kampala, comme on va y arriver tantôt. Oui. Voilà. Mais il y a justement Pamphile Mabassé qui disait qu'il n'y a pas de texte spécifique pour les rapatrier. C'est une raison, ou bien c'est la raison pour laquelle les Burundais ne se rapatrient pas en grand nombre?
aujourd'hui. Ce n'est pas vrai parce que, vous savez, d'abord, rentrer dans son pays, être rapatrié signifie quoi? Je quitte un statut de réfugié où j'étais sous la protection subsidiaire dans notre État étranger. Et je décide pour le cas autre. Mais pour le cas de la Tanzanie, c'est un rapatriement de force qui va être opéré. Et en violation du droit international, humanitaire. Donc, si, par exemple, je quitte une localité dans un État étranger dans lequel j'avais un statut de réfugié, en principe, je suis protégé dans cet État. On ne peut pas m'expulser ou me rapatrier de force. Mais pour ceux-là qui rentrent volontairement, qui traversent la frontière volontairement, ils retournent dans la protection nationale, au même titre que moi, que vous, que, bien entendu, le HCR dispose un kit qui accorde à ces personnes bénéficiaires pendant un moment déterminé, pendant 3 mois à 6 mois. Et c'est fini. Et le reste, ça revient à l'État national. Mais si ces rapatriés trouver des conditions favorables de retour au pays, de rapatriement, de réintégration, de réinstallation, ils rentreraient en grand nombre, je pense. Cet aspect que vous évoquez ne peut être valable que pour les rapatriés qui rentrent dans une situation économique favorable. C'est-à-dire les gens qui ont une activité économique. C'est pourquoi d'ailleurs le Burundi, comme tous les autres États qui reçoivent sur leur territoire des demandeurs d'asile et qui accordent par la suite un statut de réfugié, doivent permettre à ce que ces demandeurs d'asile, ces réfugiés, aient un emploi. Créer des conditions favorables pour que les enfants réfugiés aillent à l'école, comme au même titre que les enfants nationaux, qu'ils aient accès à la santé, au logis, etc. Comme ça, au moment du retour, ne causerait pas beaucoup de difficultés quant à leur prise en charge. Olivier Nkurunziza, apparemment, vous avez quelque chose à dire à propos, parce que vous l'avez suivi avec intérêt, j'ai trouvé ça. Oui, ce qui me touche aujourd'hui, c'est effectivement ces conditions de vie et surtout la violation des conventions internationales aujourd'hui que la Tanzanie est en train de faire. On ne peut pas rapatrier les réfugiés de force. Il faut qu'il y ait un rapatriement volontaire. Premièrement, il faut que les réfugiés aient un sentiment, quand tu rentres, qu'il n'y a pas effectivement d'autres problèmes qu'ils vont rencontrer. Mais quand il y a des conditions de forcer les gens, de rentrer, alors que psychologiquement, ils ne sont pas bien préparés, ça aussi c'est violer les conventions. Et la Tanzanie, vous voyez, va causer un problème très sérieux. Et je pense que le gouvernement du Burundi, mais à partir du cadre régional, parce qu'au niveau de l'EAC, dans les lois qu'on a votées, il y a bien sûr les lois qui protègent les réfugiés. Dans la sous-région, aujourd'hui, nous sommes au plus de 4 millions de réfugiés qui circulent dans la sous-région. 4 millions, dont des Burundais aussi. Dont des Burundais font partie. Il y a d'autres pays, les Rwandais, les Congolais, les quoi, dans la sous-région. Alors, on a besoin d'encadrer légal, mais aussi la protection et des moyens. Pour moi, effectivement, comme le vice-président de la CNDH vient de le dire, nous avons des cadres légaux. Le Burundi qui l'a signé, mais aussi on a encore besoin des lois et règlements accompagnateurs. Pour les cas, par exemple, des apatrides, moi je suis très régulièrement pour les apatrides, les Omanais, qui sont nés ici au Burundi, que l'Oman ne reconnaît pas, mais aussi qui ne sont pas des Burundais. Ils ne sont pas des Burundais, ne sont pas des Omanais. Ils ne sont pas des Omanais. Ces gens ont des problèmes. Bien sûr, il y a une loi de 1954 qui est là, une convention. Mais au Burundi, on n'a pas encore concrétisé effectivement. Bien sûr, le Burundi, ce que j'apprécie pour le gouvernement du Burundi, leur promet de leur donner la nationalité burundaise, mais ils refusent, ils disent non, nous sommes des Omanais. Mais l'Oman dit non, moi vous n'êtes pas. Là, il devrait y avoir vraiment ce genre d'accompagnement pour que ces personnes trouvent leurs identités. Parce que c'est un problème d'une personne qui n'a pas un pays d'origine.
Mais aussi au niveau de la sous-région, au niveau des pays de l'East African Community. Il y en a beaucoup, ceux qui sont nés Tanzanie, en RDC, qui ne sont pas burundais, qui ne sont pas tanzaniens, qui ne sont pas, mais qui ont besoin effectivement d'avoir un pays d'origine. Alors il faut qu'il y ait des conventions. Surtout ce qui est la faiblesse des conventions, c'est que quand on signe et qu'il y a par exemple, quand il y a ratification, quand les pays s'approprient cela, il n'y a pas de suivi régulier, effectivement, de la mise en application de toutes ces conventions par les pays signataires. Alors, c'est la faiblesse. Alors, pour les cas des réfugiés, pour les cas des déplacés... Un instant, est-ce que pour ces gens-là, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'intérêt au pays de leur donner nationalité, soit burundaise, soit rwandaise ou Tanzanie, je ne sais pas. La loi prévoit effectivement comment on acquiert la nationalité. On le demande, et l'OTAN, d'abord c'est la volonté de le demander, que tu as besoin d'être d'origine burundaise, de nationalité burundaise ou d'autres pays. Quand tu ne le demandes pas, on ne va pas te forcer. On ne va pas te forcer. Mais alors, mais aussi c'est un danger. C'est ça justement. Oui, c'est un danger pour le pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici au Burundi, peut-être qui sont congolais, qui proviennent dans d'autres pays, mais qui n'ont pas... mais qui travaillent dans l'illégalité totale. Ça, c'est ce qui est très dangereux. Alors là, la loi, la police, mais aussi le gouvernement doit suivre de près pour qu'effectivement, ces personnes soient dans la régularité totale. Et même ce qui me touche encore, c'est ce manque de moyens. Manque de moyens qui pousse qu'au Burundi aujourd'hui, connu comme un pays qui est en train de recevoir plus de 100 000, 110 000. On n'a pas encore terminé. Alors qu'il y avait d'autres réfugiés congolais, qu'il y a des déplacés internes, qu'il y a encore des réfugiés qui vont encore rentrer. Vous voyez que le Burundi doit se préparer. Doit se préparer en conséquence. D'abord, premièrement, il ne faut pas que le Burundi se prépare alors qu'il y a la présence de ces réfugiés. Il faut prévoir. Il faut toujours... Peut-être celui qui travaille dans la protection, le Burundi, le manque est que chaque fois on veut gérer une situation ponctuelle au lieu de prévenir. Parce que dans ces lois, toutes ces règlements, on dit la prévention. Il y a la protection. Dans le cadre de prévention, il faut d'abord prévoir. Il faut prévoir. Le Burundi, chaque fois, il faut prévoir un faux dans des conditions normales, non pas aller chercher d'aide alors que les réfugiés sont là. Ils sont déjà là. Oui. Ok, merci beaucoup. Pamphile Mambassi, expert en protection des réfugiés. Vous avez entendu ce que vos collègues ont dit à propos de la protection. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de la façon, les textes sont là, la carte juridique, tout ça. Mais vous êtes vraiment satisfait, globalement? Est-ce que vous êtes satisfait vraiment? D'abord, je voudrais apporter un peu d'éclairage sur la façon dont se fait la protection internationale. Il est vrai, le Burundi a un système moniste, donc les textes internationaux, les agréments ratifiés font partie automatiquement intégrante de la Constitution en vertu de l'article 19. Mais les textes internationaux elles-mêmes exigent des fois que les États mettent en place des lois nationales. Je dis d'abord pour les réfugiés. Il y a la convention qui est là, la convention de 1951 pour traiter des réfugiés. Mais cette convention, en tant que telle, doit être appliquée au niveau national. Ce n'est pas l'OACI qui a le code de la protection des réfugiés, c'est le pays. Et d'ailleurs, dans cette convention, on ne montre pas la façon dont se fait la procédure de détermination des réfugiés. Il revient alors aux États de mettre en place un cadre légal national qui détaille toutes ces procédures. Et heureusement, le monde a fait ça. Au niveau de la procédure des réfugiés, il n'y a aucun problème. Il y a le cadre international qui a été ratifié par le Burundi. Il y a aussi le cadre national. Il y a la loi sur l'immigration de 2021 qui montre comment la procédure d'asile est faite. Donc toute la procédure. Mais pour la protection des personnes déplacées internes, la convention de Kampala, la convention pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées, stipule à son article 3 que les États partis doivent incorporer les obligations de cette convention dans les droits internes. Malheureusement, le Burundi a signé uniquement la convention, mais n'a pas encore ratifié. Tant que le Burundi n'a pas encore ratifié cette convention ne peut pas être appliquée au Burundi. Donc, ratifier, c'est s'approprier. Le Burundi ne s'est pas encore approprié cette convention. Cette convention même qui exige que l'État doit
mettre les obligations de la loi nationale. C'est à travers la loi nationale que l'État montre la façon dont la protection sera faite. Et les déplacés internes pourraient même réclamer leurs droits concrètement, les dispositions qui sont là. Donc, au niveau de la protection des réfugiés, il n'y a aucun problème, mais pour la protection des déplacés internes, là, ce n'est pas encore mieux. Signer uniquement sans ratifier, il n'y a pas appropriation. Or, les États devraient s'approprier de cette protection. Et pour les rapatriés, il n'y a aucun texte au niveau international et ce n'est rien parce que le rapatriement, c'est la suite logique. Donc, ils sont réfugiés et ils ne resteront pas réfugiés indéfiniment. Et il est prévu alors qu'à un certain moment, ces personnes réfugiées puissent trouver des solutions durables. Et ces solutions durables sont le rapatriement, et la naturalisation, l'intégration sur place et la réinstallation. Et au départ, le HCR privilégiait uniquement la réinstallation et la naturalisation. On croyait que la personne qui a quitté ne voudra plus revenir dans son propre pays. Mais à la fin, on s'est rendu compte que des fois, la personne a besoin de retourner dans son propre pays. Et on a alors commencé à organiser le rapatriement. Et le HCR n'est pas là pour apporter le premier secours lors des rapatriements. C'est l'État qui doit s'approprier ça. C'est l'État qui doit organiser le rapatriement. Et le HCR va seconder les initiatives nationales. Et comme là, je l'ai souligné aussi, au départ, depuis 1950, le mandat du HCR était de protéger uniquement les réfugiés. Mais vers la fin, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres personnes, d'autres catégories de personnes qui vivent les mêmes difficultés que les réfugiés et qui ont besoin de la protection. Et on a mis sur le mandat du HCR ces personnes, donc les rapatriés, donc les déplacés internes, donc les apatrides. Donc ces personnes doivent bénéficier des assistances. C'est l'assistance qui est nécessaire et dont ces personnes ont besoin. Et le HCR, alors, qui est là pour collecter les fonds de la protection des régions au niveau international, va, à côté de la protection des réfugiés, appuyer les États dans la protection de ces déplacés internes. Si moyen il y a, si possibilité il y a, appuyer les États dans la protection des apatrides. Si moyen il y a. Sinon, des fois, le HCR n'a pas de moyens suffisants pour protéger même les réfugiés. Oui. Ok, je rappelle à ceux qui viennent de nous capter au cours de cette émission, dans cette émission, que vous suivez l'émission Mosaïque qui s'articule aujourd'hui sur les conditions de protection des réfugiés, des personnes déplacées intérieures, les rapatriés et les apatrides au Burundi. Au studio, nous sommes avec 3 invités autour du plateau. Il s'agit d'Oja Rugeminwaza, vice-président de la commission indépendante des droits de l'homme au Burundi. Il s'agit aussi de Pamphile Mabansi, expert en protection des réfugiés, et honorable Olivier Nkurunziza, président du parti IPRONA. Vous avez tantôt parlé du cadre juridique international pour la promotion des personnes vulnérables, entre autres la convention de Kampala, mais aussi la convention de 1954 dont les réfugiés et les rapatriés doivent bénéficier. Quelles sont alors les grandes motivations, le contenu de cette déclaration qui peuvent profiter ces populations vulnérables dont on parlait tantôt? Monsieur le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Merci pour m'accorder la parole. Je vais commencer d'abord par donner un certain éclairage. Pour un État, en raison du principe de sa souveraineté nationale, l'État n'a pas besoin d'injonction pour respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme. Ça devrait venir de soi. Ça devrait venir de soi. Donc, le Burundi peut opposer, peut agir vite ou ne pas agir vite, ou estimer que le cadre juridique de protection est efficace. C'est une appréciation souveraine. Mais dans tous les cas, il y a aussi l'autre aspect. Le Burundi dispose d'un cadre juridique propre sur l'octroi de la nationalité. Et il est parmi les États qui reconnaît la double nationalité. Parmi tout ce qu'on dit, comme l'homme ou la femme, l'individu garde entièrement sa propre liberté de décider de ce qui lui concerne, il peut décider d'avoir 2 nationalités différentes. Et le Burundi préconise un régime, des lois qui sont souples. Ce n'est pas comme ici à l'est de chez nous, donc au Congo, à l'ouest, où
si vous obtenez une autre nationalité, vous renoncez immédiatement, vous perdez immédiatement la nationalité congolaise. Ici au Burundi, il y a lieu d'obtenir deux. S'agissant maintenant des conventions qui ne sont pas encore ratifiées par le Burundi, la Commission est d'avis que si ces conventions, si dans l'esprit et dans leur contenu de disposition, sont de nature à améliorer l'état de choses, ce n'est pas polémiquer pour polémiquer. Si les dispositions sont de nature à améliorer la protection de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, la CNDH n'a pas d'obstacle à proposer, à demander à ce que ces conventions soient ratifiées. Mais vous savez que la Commission ne peut que plaider, ne fait que donner un avis et un plaidoyer invitant le gouvernement à passer à l'autre étape. Je sais, mais je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais je sais que la convention de Kampala a été présentée au gouvernement. Je ne sais pas quel gouvernement, si c'est avant 2020 ou après, mais je sais qu'il a été présenté. Février. Il a été présenté au gouvernement. Aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Oui. Donc, c'est un exercice de souveraineté, de ratifier ou de ne pas ratifier. Mais en tant que... je vous dis que ça porte sur la protection des déplacés internes. Et les déplacés internes sont de plusieurs catégories. Nous avons tous ces déplacés, par définition, ils sont déplacés de force. Et la conséquence du déplacement de force, c'est qu'ils éprouvent d'énormes besoins, justement. C'est ce que disait Pamphile, justement. De réinstallation. Et le gouvernement doit, pour ne pas faire un travail à moitié, donc, analyser, peut-être il est en train de réfléchir, d'analyser les contours de la question. Et je pense, moi je suis jamais pessimiste. Comme il a été présenté au gouvernement, je pense qu'on va inviter les experts. Et le ministre qui a en charge la protection, c'est le ministre de la Justice. Et je pense qu'il faudra l'approcher et lui expliquer le bien fondé ou les avantages à tirer à la ratification plutôt qu'à la non-ratification. Mais sinon, une convention, d'abord, c'est un texte juridique qui, par essence, a été rédigé par d'éminents juristes. Donc, il y a des avantages à tirer. Donc, de votre côté, vous voyez que vraiment c'est important et c'est urgent à ce que cette convention soit ratifiée. C'est par respect même au rédacteur, parce que je considère que lorsque l'Union africaine, une instance, parce que vous savez qu'au niveau des réfugiés en Afrique, la façon dont on considère le réfugié au Burundi, plutôt en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'en Occident. Ici, chez nous, on considère que le réfugié, c'est mon frère. C'est pourquoi d'ailleurs on dit la convention, on appelle ça la convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. En Afrique, on raisonne en famille. On est communautariste, on est communautaire. Tandis qu'en Europe, ils sont individualistes. Là-bas, c'est le réfugié individu. Ici, c'est le réfugié qui est accueilli en famille. Et d'ailleurs, le défunt président Houphouët-Boigny disait que pour les réfugiés africains qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas réfugiés. Mais si ce n'est pas vraiment un secret, vous de la Commission, pourquoi aujourd'hui la Convention tarde à être ratifiée? Ce n'est pas là alors je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce que ce n'est pas un secret à la Commission. Ça, c'est une compétence nationale de ratifier ou de ne pas ratifier. Alors ça, c'est une question à adresser à une autre instance de décision. Chez nous, c'est une instance d'avis, une instance de proposition, de plaider. Tout ce qu'on peut faire. Et ça, vous avez déjà fait ça? Le plaidoyer. Oui, on a même fait beaucoup de séminaires là-dessus. Beaucoup de séminaires à Ngozi, à Gitega sur la même convention. Donc, ce qui reste, c'est approcher les décideurs politiques. Et les intervenants, c'est le ministère des Relations extérieures, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Si vous voulez, c'est le gouvernement qui doit aller défendre et puis organiser un débat au niveau de l'Assemblée nationale sur l'intérêt de ratification de la convention. Mais l'intérêt est là. C'est vraiment, c'est clair.
Ça, c'est Oui, une question l'intérêt, piège. là. On Parce que n'avait pas dit. j'ai dit par respect aux rédacteurs, qui sont d'éminents juristes. Moi, je suis juriste. Ouais. Et je sais bien qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Et beaucoup de Burundais, de mes concitoyens, sont croyants. Et dans la Bible, on aime citer la version qui dit que quand un berger a perdu une brebis, il laisse le troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Merci beaucoup. C'est un besoin de protection et la protection doit être universelle et totale. Merci beaucoup, honorable Olivier Nkurunziza. Vous êtes honorable, bien sûr, mais aussi président du parti Prona. Vous êtes honorable au niveau du Burundi, mais aussi au niveau de la sous-région de l'East African Community. Cette loi, de ce projet, de cette convention, je dirais, de Kampala, et on demande qu'elle soit ratifiée. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué au juste? Il y a plusieurs années. Pour moi, c'est manque de volonté politique, mais aussi, il y a quelque chose qui se cache politiquement derrière. Au Burundi, comme je l'avais déjà dit. C'est quoi au juste ça? Au juste, il y a, comme je l'ai dit, actuellement, il y a à peu près 192 780 déplacés internes en deux catégories, dont 84 790 qui sont des personnes internes au changement climatique. Peut-être on a dit que ça s'arrive à 100 000. C'était en 2022. Mais aussi, il y a 78 948 personnes déplacées internes suite aux conflits sociopolitiques, qui sont des déplacés qui se trouvent à l'interne du pays, qui ont aussi besoin de ça, qui ont besoin de bénéficier de la protection. Parce que l'avantage de cette convention, c'est bien vraiment spécifié. C'est spécifique. On dit que l'importance, c'est d'abord, c'est pour prévenir ou atténuer, interdire et éliminer les causes premières du déplacement interne, prévoir des solutions durables en mettant en place un cadre juridique de solidarité, de coopération, de promotion des solutions durables. Alors ça, qu'est-ce qu'il y a de mauvais pour que le pays ratifie depuis 2009, alors que nous avons beaucoup de déplacés internes causés par le changement climatique, soit ça peut être des éboulements, ça peut être des inondations, ça peut être, mais aussi la guerre qui a causé des problèmes. Alors là, il y a eu un problème parce que pour les déplacés de 1993, moi, le parti Prona, même il y en a, qu'on force de quitter les sites de déplacés, qu'on veut encore forcer ces gens de rentrer à la maison fortement, alors que quand une personne a connu une crise sur une colline, qu'on a tué ses parents, qu'on a tué ses enfants, on ne peut pas le forcer de retourner à la maison, alors qu'il peut, lui, il doit d'abord retrouver la paix interne. C'est la raison pour laquelle on avait demandé au gouvernement. Heureusement, il y a des personnes qui sont venues dans la campagne. Quand le gouvernement est encore besoin de faire le village de paix, il faut installer ces gens. Bien sûr, en trouvant des solutions, des sites de déplacés installés sur les domaines des individus qui ne sont pas domaines de l'État. Là, il faut installer ces gens. Alors, il y a des gens qui trouvent que ces gens, s'ils restent là, on veut les forcer de rentrer. Alors, on décide de ne pas signer la convention de Kampala pour punir tous ces gens, alors que les déplacés, ce ne sont pas des déplacés de 1933. Vous voyez qu'il y a les déplacés de catastrophes, de quoi. Alors, ça, une très grande avantage. Ce que je salue. Et je ne doute pas, le vice-président de CNDH, ce qu'il doit comprendre et retenir. Le gouvernement a déjà fait l'approbation. Le Conseil des ministres a déjà signé. Et le Premier ministre a envoyé le document dans l'Assemblée nationale. C'est dans l'Assemblée nationale cette fois-ci de s'asseoir, de programmer la convention pour que ça soit ratifié. Alors c'est très urgent. CNDH est ici. Ils ont alors l'obligation de travailler pour aider les déplacés internes pour que cette convention soit là. Parce que, par exemple, quand on a dit qu'il y a un manque de moyens, et qu'est-ce que cela, ça va aider? Il faut qu'effectivement, dans la convention, il y a l'obligation d'État relative de protection des déplacés internes. Effectivement, ça aide même d'avoir un cadre légal
qui aide à la mobilisation des fonds. Si on n'a pas de cadre légal. Au premier, avant, quand on a signé, c'était les 40 pays. Les 33 pays ont déjà ratifié. Fait que le Burundi ratifie. Depuis 2009, il y a plus à peu près de 16 ans. Ça a des avantages pour les pays, pour les déplacés internes, non pas de crise sociopolitique, mais aussi de changement climatique. Alors, CNDH est là pour pousser, pour aider. Nous aussi, le parti politique, nous sommes là pour rappeler l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'était vraiment l'année passée, c'est pas trop tard, mais il faut qu'aujourd'hui, dans la session plénière de 2020, qu'il programme ça. Il ne faut pas aller conserver là dans le tiroir depuis 2009, parce que ça va aider le pays. On peut avoir des problèmes d'un moment à un autre. Alors il ne faut pas que ça se cache derrière ces motifs politiques inutiles, au lieu d'aider les Burundi, d'avoir des conditions qui peuvent les aider en cadre juridique, qui peuvent les protéger comme déplacés internes. Merci beaucoup. Professeur Pafin Mabansi, vous avez entendu ce qu'ils ont dit les autres. Pour vous, en tant qu'expert en protection, si cette convention n'est pas ratifiée, si ces textes ne sont pas ratifiés pour la protection de ces réfugiés, des déplacés intérieurs et autres, quelles sont les conséquences? Merci pour la question. D'abord, s'il n'y a aucun cadre légal pour la protection de cette catégorie de personnes, surtout pour les déplacés internes, les conséquences se retournent sur ces personnes elles-mêmes, parce qu'il n'y a aucune base légale pour réclamer les protections. Et comme venait de le dire M. Honorable Olivier Nkurunziza, d'abord, l'article 3 de cette convention appelle les États à mettre en place un cadre juridique national, donc une loi nationale, mais aussi au niveau de l'article 4, Ania 4, il est souligné que l'État qui éprouve les difficultés pour protéger ses déplacés internes peut solliciter la coopération internationale. Donc si l'État n'a pas de moyens suffisants, moyens logistiques, moyens financiers pour protéger suffisamment ces personnes déplacées internes, l'État peut solliciter la coopération internationale. Et justement, si l'État a ratifié cette convention internationale, c'est là où il peut demander cette coopération. Sinon, si l'État n'a aucun texte pour la protection des personnes déplacées internes, il réclamerait alors la coopération sur quelle base? Il faut alors que cette convention soit ratifiée et que si jamais il y a nécessité de mettre en place la loi nationale, que cette loi soit là pour protéger, pour mieux protéger ces personnes déplacées internes. Et si jamais il n'y a pas moyens suffisants, moyens logistiques, moyens financiers, l'État sollicite alors la coopération internationale pour mieux protéger ces personnes déplacées internes. Oui, mais pour les autres catégories, vous avez parlé tantôt de rapatriés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous avez encore le micro. Oui, et sinon pour les rapatriés, c'est problématique. Et comme on dit que la Tanzanie pourra d'un moment à l'autre renvoyer par force des réfugiés qui sont là, et l'État se trouvera dans l'obligation de chercher les moyens de bien protéger ces personnes. Même s'il s'agit d'un retour dans le pays d'origine, c'est parfois problématique. Ces personnes n'ont rien ici dans le pays d'origine. Peut-être qu'ils ont des propriétés foncières qui ont été occupées par d'autres personnes. Et alors, c'est ainsi qu'à leur retour, il faut qu'il y ait appui. Appui au niveau des logements, au niveau des soins de santé, appui au niveau de l'éducation. Sinon, les problèmes sont multiples pour les rapatriés de force. Normalement, un rapatriement devrait être volontaire. Et si c'est volontaire, l'État, le ministère de l'Intérieur organise souvent le rapatriement en octroyant le paquet retour à ces rapatriés. Mais si c'est forcé, il n'y a parfois possibilité de retrouver, de trouver le montant suffisant pour ces paquets retour. Parce que c'est un effectif considérable qui vient et qui ne rencontre pas les moyens nationaux pour leur accueil, leur intégration, parfois aussi des réhabilitations. S'ils ont perdu leur propriété foncière, si quelqu'un s'est accaparé de leur propriété foncière, il faut qu'il ait accès à la justice. Oui, c'est parfois problématique et justement l'État est obligé de se préparer pour accueillir ces personnes qui seront rapatriées de force. Et comme le vice-président de la CNDH l'a souligné, et la protection première, c'est la protection étatique. Et les autres protections, que ce soit pour les réfugiés, que ce soit pour les déplacés, et si jamais il y a nécessité d'appui externe, tant mieux si cet appui vient, mais l'obligation est étatique. Il revient à l'État
d'assurer la protection de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire, qui sont dans le besoin de protection. Oui. Si jamais ces personnes ont perdu la protection de pays d'origine pour les réfugiés, mais aussi si ces personnes se trouvent dans l'obligation d'être protégées, et je reviens sur les réfugiés, et plutôt les déplacés internes, les rapatriés, mais aussi les apatrides qui sont sur le territoire national. Toutes ces personnes doivent être protégées d'abord par les États. Et si l'État n'a pas de moyens suffisants, l'État peut demander à la coopération internationale et peut demander que les organisations internationales puissent apporter un soutien à l'État pour que les droits de ces personnes soient bien protégés. Oui, on tend vers la fin de l'émission. Et que faire justement pour que ces mécanismes déjà en place puissent apporter des solutions durables à la prévention des déplacements de populations au Burundi, dans la sous-région? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va faire ça? Gérard Gugelminoise de la CNDH. J'avais d'abord demandé la parole pour apporter un éclairage. Parce qu'à un certain moment, il y a lieu d'entretenir un certain amalgame, une certaine confusion. Les rapatriés, une fois rentrés au pays, c'est le Burundi qui a principalement l'obligation de protéger ses propres citoyens. Bien entendu, le HCR, dans le cadre de la petite protection subsidiaire, peut accompagner pendant un délai limité, vraiment très limité, de 3 mois à 6 mois, accompagne, donne un kit retour. Et pour les déplacés internes, c'est encore un cas spécifique. Ils ne sont pas réfugiés dans leur propre pays. Ce sont des Burundais au même titre que les autres. Bien entendu, ils sont déplacés de force. Alors, cette question, au sens véritable de la protection, incombe à l'État. Et il ne revient pas au HCR ni à quelqu'un que ce soit. C'est à l'État de protéger ses propres citoyens. Et cela revient à dire que si la Convention de Kampala, une fois ratifiée, sans réserve, bien entendu, c'est une fois ratifiée. Parce que les États sont libres d'exercer leurs compétences de ratification en ratifiant yeux fermés ou en ratifiant yeux ouverts, en regardant la mise en application des dispositions sur lesquelles ils apposent leur signature. Cela revient à dire que même la Suisse, sur le contrat, sur le droit du travail, si vous êtes réfugié en Suisse, la Suisse a signé, mais a mis une réserve sur le droit du travail à un réfugié établi en Suisse, par exemple. Mais au Burundi, cela peut être pareil. Mais là où je veux insister, ce n'est pas que la Convention n'est pas ratifiée, que les déplacés internes ne sont pas protégés. Parce que ce sont des Burundais comme moi. Les autres textes les protègent. Le Code des personnes de la famille, la Constitution, le Code pénal, le Code forestier, le Code de l'environnement, tout ce qu'il y a, les cours des tribunaux les reçoivent. Donc, peut-être, ça peut donner une plus-value, un ajout, une valeur ajoutée. Mais tout le monde disait, c'est important, c'est vraiment urgent. Il y a la notion de village de paix que le président honorable a émis. C'est vraiment à encourager. C'est l'idéal. Et d'ailleurs, en créant un village de paix, c'est-à-dire que le gouvernement s'oblige à installer des infrastructures sociales, l'école, le centre de santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Il n'y a pas que meilleure protection lorsque les citoyens, les ménages, nos concitoyens, nos soeurs, nos frères obtiennent ces biens. Dans tout cela, le rôle de la CNDH, c'est quoi? Quel engagement vous faites de L'engagement, c'est d'abord de renforcer ce qui existe. Ensuite, d'inviter l'État de franchir le pas qui suit. Mais il ne faut pas croire que la convention, la non-signature ou la non-ratification empêche totalement le droit à la santé, le droit à la personne déplacée interne, qui, de toute manière, sont parmi nos dirigeants. Je pense qu'il y a des chefs de quartier, des chefs qui se font élire, qui sont élus, tout ça. Donc, il ne faut pas créer une amalgame croyant que la non-signature, la non-ratification, peut-être que l'État évite les obligations à sa charge, des implications financières ou politiques, je ne sais pas. Et il faut lire le texte
Mais l'expert disait comme je n'ai pas lu à fond le texte, mais pour les déplacés internes, et j'insiste, la protection existe. Parce que tous les textes sont applicables. Donc, tous les textes qui protègent les autres personnes qui ne sont pas dans l'OTAN, pendant la guerre, il y avait les regroupés et les déplacés internes. Maintenant, nous avons à gérer les déplacés internes, les rapatriés, les apatrides et les réfugiés. Donc, il ne faut pas confondre ces déplacés internes. Ils ont d'abord ensuite un statut qui, dans l'OTAN, se consolide. Et il y a lieu d'exploiter cette idée de stabilité et de renforcer ce qui est, mais aussi aller explorer la convention de Kampala. Parce que je n'aime pas influencer l'État. Ouais. Parce que les États peuvent décider de ratifier le texte en l'état, mais les États aussi sont libres de ratifier avec réserve. Alors, mais il faut franchir ce pas. Pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, l'État a l'obligation de respecter les conventions pour lesquelles il s'engage. Le respect, ça signifie ne pas faire un acte ou une action, ou prendre une mesure qui soit contraire au contenu, à l'esprit et à la lettre du texte signé. Après le respect vient la protection et la promotion. Mais d'abord, il faut que l'État s'engage à respecter. Si l'État trouve qu'il hésite, qu'il ne va pas respecter, il va prendre le temps. Mais pour nous, au niveau de la CNDH, notre invitation, c'est de directement consulter les experts et de voir quel est le contenu exact qui contient les dispositions pour lesquelles l'État rechigne à ne pas aller vite dans la ratification. Olivier Nkurunziza, un dernier mot. Est-ce que qu'est-ce que vous dites comme vous avez déjà dit que le gouvernement, la protection des populations vulnérables revient beaucoup plus au gouvernement. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Vous savez, c'est la raison pour laquelle, même si avant, dans les structures de l'État, il y a les institutions qui sont chargées de la protection civile. Parce qu'en cas de catastrophe, en cas de crise, il faut qu'il y ait les premiers secours pour le respect des droits de l'homme, quelles que soient les conditions. L'homme doit garder sa dignité. Alors, c'est le premier secours. Le gouvernement, c'est qui? C'est nous. On ne peut pas dire que c'est le gouvernement qui doit faire des recours. C'est nous, la population. C'est nous, les élus, qui doivent constater que c'est très nécessaire. Nous avons vu, le Burundi a ratifié, par exemple, la convention de Kampala. Effectivement, premièrement, le Burundi, qui est membre fondateur de l'Union africaine, doit se conformer aux textes et aux normes régissant l'Union africaine. Ça, c'est l'obligation juridique, tant que juridique, qu'il faut faire. Quand le Burundi ne fait pas ça, pourquoi signer alors que tu ne vas pas ratifier? Dans la ratification, pourquoi? On amène ça au niveau de l'Assemblée pour dire ça nous avantage. Il dit ça ne nous avantage pas, mais il faut quand même. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a le droit de modifier ou d'ajuster. De signer avec les signer, oui. C'est ça. Mais ce qui nous avantage, on ne peut pas ne pas les mettre en application et prendre des réserves sur des mesures que tu vois que pour le moment, tu n'es pas prêt à mettre en application. Au lieu de nier tout et dire que toute la convention n'est pas nécessaire. C'est ça ce qui est très important. Autre chose, il faut aussi... Et le respect des droits de l'homme, c'est très important. Par exemple, ce que je trouve, toutes ces conventions, ces réfugiés, droit à l'éducation, à la santé, mais aussi protéger les femmes et les enfants qui sont là, parce qu'il y a des groupes vulnérables. Alors, toutes ces conventions viennent pour aider et obliger les gouvernements signataires d'effectivement d'appliquer ça, pour ne pas dire qu'il y a manqué de moyens. Parce que quand tu as signé, tu as l'obligation aussi de chercher les moyens. Parce que tu ne peux pas être irresponsable pour dire je ne cherchais pas les moyens parce que je ne suis pas signataire. Mais quand tu as signé, tu as l'obligation de mettre en place les institutions, les fonds
qui vont aider la population en difficulté. C'est la raison pour laquelle je demande que le gouvernement respecte, mais aussi prévoit pour prévenir tous ces problèmes, parce que la catastrophe naturelle, les éboulements, les glissements de terrain, ou les crises et les guerres qui peuvent surgir d'un moment à l'autre, sont toujours imprévisibles. C'est ça. Pamphile Maman, un dernier mot, est-ce qu'aujourd'hui, la convention de Kampala, aujourd'hui, se suffit à elle seule, c'est vraiment complet? Est-ce que ça nécessite une autre analyse des experts? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Et par rapport à la convention de Kampala de 2009, d'abord, avant, la protection des personnes déplacées internes n'avait pas, les personnes déplacées internes n'avaient pas, on n'avait aucun cadre légal de protection, à part les principes directeurs de 1998 qui ont été mis en place. Ce n'est que la convention de Kampala qui est un texte contraignant par rapport à la protection de ces personnes déplacées internes qui est là. Sinon, au niveau international, il n'y a aucune convention internationale pour la protection de ces déplacés internes. Et la convention de Kampala est venue pour mieux protéger les déplacés internes avec un caractère contraignant. Sinon, les principes directifs de 1998 n'avaient aucun caractère contraignant. C'était des soft law. Et heureusement, cette convention, ce n'est que le début. Et nous espérons que dans l'avenir, il y aura même une convention internationale qui engage même les autres pays, les autres continents, continents américains, européens et autres. Sinon, ce n'est qu'au niveau africain où il y a un texte contraignant pour la protection des déplacés internes. Oui. Voilà, c'est ici alors que se referme cette émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous nous focalisons sur les conditions de protection des réfugiés, des personnes déplacées intérieures, des rapatriés, mais aussi des apatrides au Burundi. Nous disons merci à nos trois invités. Professeur Pamphile Mabansi, expert en protection des réfugiés, merci d'être venu. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Et demain après-demain, si vous aurez besoin d'autres éclairages par rapport à la protection, je serai là pour partager l'expérience avec vous. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti PRONA, merci aussi de vos contributions à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Moi aussi, quand vous m'inviterez, je reviendrai. Merci également à Gérard Rugeminwaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Merci aussi de votre contribution. Merci beaucoup, monsieur le facilitateur de cette émission. Et merci aussi à mes confrères et mes concitoyens qui ont participé à l'émission. Mais aussi, merci aussi à toutes les personnes, hommes et femmes qui nous ont écoutés. Merci. Merci à mes collègues. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.